Quelle est la situation en matière de crédit immobilier à la fin de l'été et à quoi s'attendre pour les derniers mois de l'année 2023? C'est la question qui va nous animer dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Cécile Roclor. Tout d'abord, bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des études d'Empruntis. Nous avons le plaisir d'accueillir également Fabien Nefinck. Bonjour Fabien Nefinck. Bonjour Nicolas et bonjour Cécile. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général délégué de Crédit Logement. Crédit Logement qui a publié son tableau de bord mensuel. On a sous les yeux celui de juillet 2023. Celui d'août arrivera, j'imagine, prochainement. Qu'est-ce que vous constatez, Fabien Nefinck, en matière de crédit immobilier sur les derniers mois, sur le mois de juillet par exemple? Est-ce que vous constatez que la situation s'améliore enfin et que les banques ont retrouvé un petit peu de profitabilité dans l'octroi de crédit immobilier? Alors, je ne dirais pas qu'on est encore sur une amélioration sensible du marché du crédit de l'immobilier. Ce qu'on peut observer au niveau du dernier observatoire, on est sur des tendances finalement assez similaires à celles qu'on a observées sur les derniers mois. On a une chute des volumes. Si on regardait sur 3 mois glissants en trimestriel, on est sur des baisses quand même de 50%, donc c'est des volumes quand même qui baissent de manière assez sensible. On est toujours sur un phénomène de hausse des taux et de durée qui sont à un niveau historiquement très élevé. Et ces hausses des taux, dans un contexte par ailleurs de non-correction sur les prix de l'immobilier, pèsent un petit peu sur finalement la capacité d'emprunt des ménages. Donc des taux plus hauts, des durées plus longues et moins de crédits octroyés, c'est ce qu'il faut comprendre. On a moins de crédits octroyés. Alors par contre, on a une nouvelle dimension qui est un petit peu plus positive, c'est qu'on s'aperçoit qu'à l'été 2022, on est plutôt sur une problématique d'offre de crédit. On avait la problématique du taux d'usure qui est sur base trimestrielle. On avait aussi ces règles du HCSF qui sont quand même assez contraignantes. Et donc, on avait une offre de crédit au niveau des banques qui était, on va dire, mise à mal avec une solvabilité. C'était votre question qui était très basse, qui était même négative. Alors, vous savez qu'ils ont une obligation de rentabilité. Bien sûr. Pour caricaturer, les banques prêtaient moins parce qu'elles n'étaient pas rentables sur les prêts. Elles ont obligé de dégager une marge sur les prêts qu'elles octroient. Exactement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le taux d'usure finalement refixe sur base mensuelle. Ça fera jusqu'à la fin de l'année, par ailleurs. Aujourd'hui, on a un taux d'usure qui est à 5,33 sur la partie 20-25 ans. Donc, on est sur une profitabilité un peu restaurée au niveau de l'activité de crédit immobilier pour les banques. Donc ça, c'est plutôt un élément positif. Et on voit certains banquiers revenir progressivement sur le marché de l'immobilier. Ça se traduit, Cécile Roclor, justement par une facilité plus grande pour obtenir un crédit immobilier. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce qu'il faut être un petit peu plus mesuré dans la manière de positionner le sujet? On va être un chouï plus raisonnable quand même. Clairement, oui, il y a une amélioration quand même. On voit bien que, effectivement, comme l'indique Fabien, il y a une réouverture. Il y a une volonté des banques de prêter. On attend des nouvelles de 2 partenaires bancaires, là, dans les 15 jours, qui pourraient réouvrir aussi les tuyaux. D'accord. Oui. Donc, effectivement, la profitabilité, elle est de retour. Elle n'est pas complètement restaurée. Il manque encore 1 ou 2 mois probablement de hausse de taux et de taux d'usure pour arriver à retrouver un équilibre qu'on connaissait avant 2021 où on avait des taux bas mais quand même un coût de l'argent qui était bien inférieur. Donc on cherche en gros un écart de 200 points de base entre l'OAT et le taux d'usure pour arriver à avoir des marges correctes. Donc on est au bout du tunnel, on voit la sortie, elle est pas loin. Mais 5,33 ça suffit pas. Non, et aujourd'hui en fait on est dans un marché où les banques elles vont être extrêmement vigilantes. La préparation du dossier elle va être clé parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de prendre du risque sur un marché qui est en tension, où on ne sait pas trop comment ça va se passer côté prix, où il y a quand même toujours du risque quand on fait du crédit, même si en France on a un système extrêmement vertueux, donc il va falloir montrer patte blanche, décrocher son crédit aussi facilement que ce qu'on l'a connu en 2019 par exemple, c'est pas pour demain. Donc il faut s'attendre quand même à quelques hausses de taux supplémentaires, donc évidemment au niveau du taux d'usure, mais donc en termes de crédit immobilier aussi. Oui, clairement, pour le mois de septembre, on a commencé à avoir des indications de nos partenaires bancaires, ça sera à la hausse. D'accord. Ça sera probablement encore à la hausse en octobre. On va aller chercher, aujourd'hui on est à 4% en taux moyen sur 20 ans au barème des banques, donc il y a toujours un peu de négociation possible selon le profil, mais ça va du coup au barème entre 3,50 et 5 selon le partenaire bancaire. D'accord. Oui, on va continuer à monter et on va aller chercher le 4,5 pour un grand nombre de partenaires bancaires, parce que oui, il manque encore des marges et puis le coût de l'argent reste instable. Le bout du tunnel, alors c'est toujours très compliqué de l'anticiper, mais on peut l'estimer à quoi? 1-2 mois d'ici la fin de l'année Ça devrait commencer à se réouvrir effectivement d'ici fin septembre, début octobre. On a d'autres partenaires bancaires qui nous disent plutôt début janvier. Donc on va être sur un échelonnement de l'offre qui va aller de octobre effectivement à janvier 2024. Fabien Nefinck, ce qu'on voit également dans l'observatoire, dans le tableau de bord mensuel de l'Observatoire Crédit Logement, c'est un allongement des durées
durée de crédit. Et ça, pour le coup, c'est assez marqué. Alors, oui, c'est marqué. Aujourd'hui, on est sur une durée moyenne qui est autour de 250 mois. C'est très marqué, mais ce n'est pas nouveau, puisque finalement, c'est un phénomène qu'on observe depuis maintenant plusieurs mois. On était déjà dans ces eaux-là, finalement, à la fin d'année 2022. Ce qui est certain, c'est que ce n'est plus un relais maintenant de solvabilisation de la demande. D'accord. Historiquement, dans la période, on va dire, un peu très sympa du marché de l'immobilier, on avait des taux bas, on avait des taux d'apport qui étaient quasi nuls. Bien sûr. On avait des financements qui étaient supérieurs à 100% assez régulièrement, et on avait des durées qui ne faisaient que s'allonger. Si on prend deux chiffres, en 2019, en fin d'année 2019, vous aviez à peu près 46% des emprunteurs qui empruntaient entre 20 et 25 ans. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes à 66% des emprunteurs. Et on voit que cette frange-là a tendance à se stabiliser maintenant depuis plusieurs mois. Donc la durée, qui est à 250 mois, ça sera probablement un peu compliqué de la repositionner à la hausse dans les prochains mois. Et on l'a vu s'allonger, pourquoi ? Parce que ça permettait d'aller emprunter un petit peu plus face à des prix qui augmentaient également sur la même durée ? Oui, c'est un des critères de solvabilisation d'une demande finalement. C'est qu'à partir du moment où vous avez des prix qui ont quand même monté de manière très très forte sur les dernières années, vous n'aviez pas beaucoup de moyens finalement pour solvabiliser votre demande. Vous aviez déjà des contextes de taux, de marché, de crédit de l'immobilier qui étaient très favorables. Donc forcément, on a eu tendance à allonger les durées. Et en plus, cet allongement des durées, aujourd'hui, il est très contraint, comme vous le savez, Nicolas. C'est qu'on a quand même les normes du HCSF, que ce soit en termes de taux d'endettement ou que ce soit en termes de durée. On a du 35% en taux d'endettement. On a du finalement 25 ans. Alors on peut aller à 27 ans si jamais on est sur de l'acquisition en VFA. Mais globalement, de toute façon, ça restera une contrainte assez forte. Et les dernières discussions au niveau du HCSF n'ont pas finalement allégé ce normatif, puisqu'on reste très légèrement pour les investisseurs locatifs, mais moins à la marge, effectivement. Mais... Oui, sur 100. Ouais. Et en plus, sur les investissements locatifs, moi j'y mets quand même un bémol, parce que finalement, c'est tout le problème, c'est toute la problématique, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne lisibilité sur les mesures que l'on prend. Au même moment où vous dites que vous allégez un petit peu, parce que vous, dans votre marge dérogatoire, vous l'augmentez un petit peu par rapport à ce locatif, au même moment vous dites qu'on n'aura plus de mesures fiscales pour le locatif. Donc, en termes de lisibilité, ce n'est pas évident pour un investisseur. De savoir comment, effectivement, s'y retrouver. Cécile Roclor, qu'est-ce qu'on fait, du coup, dans le contexte actuel ? Est-ce qu'on attend encore un petit peu ? Est-ce que, en tant que courtier, le nouveau combat après le taux d'usure, ça va être les normes HCSF pour permettre quand même de retrouver un petit peu de souplesse au niveau des banques ? Ou est-ce qu'on se dit que là, mécaniquement, dans quelques mois, la situation va s'arranger ? Alors, on aimerait bien que ça soit aussi simple. Le HCSF, depuis le départ, on dit qu'il y a de bonnes choses dedans, mais il y a aussi des choses qui devraient correspondre plus à la vraie vie. D'accord. C'est toujours la difficulté entre un organisme de contrôle et la réalité du terrain. Non, la situation, elle va se normaliser. Est-ce qu'il faut attendre ? C'est toujours un difficile exercice. Si aujourd'hui, votre dossier, il passe en financement et que vous pouvez emprunter, que vous avez l'envie d'emprunter pour acheter votre résidence principale ou secondaire, faire de l'investissement locatif, il faut y aller. Parce qu'en fait, les taux vont continuer à augmenter. Bien sûr. Et la baisse des prix, elle est incertaine. D'accord. Mieux vaut y aller aujourd'hui plutôt que d'espérer des évolutions plus favorables demain. Après, si votre dossier ne passe pas, effectivement, chaque mois, on a des partenaires qui rouvrent des critères, qui commencent à réajuster leur politique commerciale au terrain. Et donc, ça veut dire qu'un dossier qui ne passe pas aujourd'hui, il passera peut-être le mois prochain. D'accord. Il y a cet espoir-là aujourd'hui pour des futurs acquéreurs immobiliers. Les politiques commerciales des banques, elles changent tous les mois. D'accord. Les taux changent tous les mois. On parlait du rallongement de la durée. Oui, c'est plus un levier parce qu'en fait, en un an et demi, vous avez perdu quasiment 70 000 euros de capacité d'emprunt à revenu équivalent, c'est-à-dire un ménage qui a une capacité. Donc forcément, il faut aller chercher tous les moyens de faire évoluer votre dossier. Et aujourd'hui, oui, il y a de l'espoir tout le temps. Et on est plutôt dans une zone où l'espoir se réouvre que l'espoir se referme. Est-ce que le sujet politique commercial des banques, justement, et l'approche de la fin de l'année, peut-être le fait d'atteindre certains objectifs, peut alimenter l'idée qu'on ouvrira un petit peu plus les vannes en fin d'année ? Non, sachant que les durées sont très très longues quand même entre le dépôt d'un dossier et l'octroi du prêt. Clairement, Nicolas, vous avez raison. Quand vous allez déposer un dossier en banque en octobre, ça veut dire que, grosso modo, il va se concrétiser techniquement en janvier de l'année suivante. Donc c'est déjà trop tard. Il nous reste quand même là un mois et demi. Peut-être pour ceux qui veulent acheter pour la première fois avec un prêt à taux zéro, parce qu'on est avant la modification du prêt à taux zéro, loi de finances, si elle passe pour l'année prochaine. Et ça, c'est un levier énorme quand vous êtes à 4% au taux moyen, un prêt à 0%. Ça change fondamentalement la donne, donc il faut se hâter. Après, ça va être une histoire d'agences et d'enseignes. Il y a toujours des agences qui sont un petit peu en retard sur leur production. Il y a qui manque un ou deux dossiers pour finir les objectifs. Et ça, le courtier est bien placé pour savoir où vous orienter. Fabien Neufink, un mot peut-être alors effectivement sur ce marché de l'immobilier en lui-même. On constate quand même que effectivement,
C'est compliqué dans le neuf aujourd'hui. On voit que c'est le moins qu'on puisse dire. Vous le constatez vous aussi dans les chiffres que vous regardez? Sur le marché du neuf, en termes de baisse de volume, on va observer à peu près les mêmes tendances. D'accord. On est sur des tendances assez similaires, mais ce qui n'est pas complètement illogique, puisqu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est drivé par la capacité d'emprunt finalement des ménages. Que vous soyez sur du neuf ou sur de l'ancien, finalement, votre capacité en termes de prix et donc en termes également de taux d'effort que vous pouvez consentir pour acquérir un bien, finalement, il n'y a pas de grandes modifications ou de bouleversements à attendre. Sur le marché du neuf, on introduit des dimensions un petit peu additionnelles, puisque... En plus de ça, il y a moins d'offres de logements. Il y a moins d'offres. Quand vous voyez les chiffres du deuxième trimestre du ministère de la Rénovation énergétique, qui sont fondamentalement très mauvais, puisque vous observez finalement que le pourcentage de réservation, là aussi sur le deuxième trimestre, est en baisse de 10% par rapport au premier trimestre, qui lui-même était très mauvais. On est même sur les appartements à moins 40% et sur les maisons à moins 44%. Là, j'aurais tendance à rejoindre également Cécile. Attention à l'éco-PTZ. Je pense que vous savez que les normes du PTZ vont être fondamentalement revues pour les prochaines années, puisque ça ne concernera plus par exemple les maisons. Donc il y a aussi des petits relais par rapport à ça pour faire quelque chose. Mais sur le marché du... Si je traduis ce que vous nous dites tous les deux, c'est intéressez-vous de très près à l'éco-PTZ dès septembre, là, c'est ça? En général, tout est préaidé. Je pense effectivement que c'est un bon relais. Après, sur le marché du neuf, on est vraiment dans une situation qui est très critique actuellement. Bien sûr. Je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste. Non, bien sûr, mais c'est intéressant de voir ce que vous voyez dans vos chiffres, vous aussi. Mais moi, mais sur les promoteurs immobiliers, normalement, toutes ces professions-là, aujourd'hui, il y a forcément besoin d'un certain nombre de mesures pour essayer de leur permettre d'écouler déjà des stocks. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises avant l'été. Mais il faudra aller probablement plus loin pour les appuyer dans leur démarche. Et on pourra suivre ça dès septembre, notamment avec les prises de parole des différents syndicats ou associations donc de promoteurs immobiliers. Cécile Roclor, un mot, effectivement, quand on décrit ce marché immobilier en France aujourd'hui, on a quand même l'impression que tout porte à croire qu'on va aller vers une baisse des prix. Vous nous dites non, c'est plus incertain que ça, c'est pas forcément la manière dont nous on voit les choses. C'est un exercice difficile parce qu'en fait, il n'y a pas un marché de l'immobilier, vous savez comme moi, Nicolas. Bien sûr, c'est vrai. Le marché français, il a de multiples visages, il a multiples facettes. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des secteurs où la demande reste très forte, où effectivement la promotion immobilière n'est plus là pour offrir des biens supplémentaires. Donc on a un stock qui est extrêmement resserré et où là, mécaniquement, même si vous avez une baisse du nombre de demandeurs, ils sont encore suffisamment nombreux pour continuer à soutenir les prix. Et puis, vous avez des secteurs où il y a beaucoup de biens qui sont en DPE défavorables. Bien sûr. Et lâchés par mais donc, ça coûte plus cher de devenir propriétaire puisque derrière, il faut faire les travaux. Exactement. Et puis, il faut arriver à se financer parce que financer un bien en catégorie F ou G, c'est quand même pas si simple qu'il y a 3 ans. Donc, en fait, on a plein de marchés différents et il y a des marchés, par contre, où l'offre était déjà détendue, où on a du stock de logements qui est résiduel. Vous évoquiez le stock de logements, Fabien. Il y a des endroits où le stock, il est là. Et donc là, on pourrait avoir une baisse des prix. Mais malgré tout, les matériaux aussi ont augmenté de 25%, je crois, indiqué la Fédération des promoteurs immobiliers. Donc, en fait, on est dans un marché contraint à plein d'endroits. On est plutôt en train de se dire qu'il faudrait plus d'offres. Et en même temps, l'offre, elle est extrêmement contenue et resserrée, alors même qu'en fait, on a déjà une baisse de la demande. Donc, cet équilibre-là, il n'est pas certain que vous gagnez les 25% de pouvoir d'achat que vous avez perdu avec une baisse des prix dans les mois à venir. Merci beaucoup Cécile Roclor, donc directrice des études chez Empruntis. Merci beaucoup. Merci également Fabien Neufink, directeur général délégué au sein de Crédit Logement. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre expertise sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la dernière rubrique de l'émission, l'œil du CGP.